Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test complet du Google Pixel 3. Vous le savez, Google depuis 3 ans fait des smartphones, mais c'est que cette année que Google a décidé de venir en France. Et grâce à le Café du Geek, j'ai pu aller à la petite soirée de lancement en France de ce Google Pixel 3. Vous avez une petite vidéo avec plein de plans de partout du Pixel 3 et Pixel 3 XL. Il faut savoir qu'entre les deux, de toute façon, vous n'avez pas de différence. J'en reviendrai un petit peu plus tard dans l'intro. Mais déjà, c'est une bonne chose. Grâce à le Café du Geek, j'ai pu déjà faire le lancement tout simplement et faire une petite vidéo de première prise en main, ce qui est déjà très sympathique. Mais en plus de ça, avec beaucoup d'autres de la team, on a pu le tester. Donc Vito a déjà testé celui-là, justement. Brandon, normalement, a testé la version Pixel 3 XL. Alors, des vidéos qui sont super léchées et tout le monde adore. Je suis jaloux. En tout cas, sachez que je suis assez content parce que je voulais pas tester forcément la version XL avec son encoche dégueu. Je voulais préférer la version normale. Certes, elle a pas d'encoche, mais elle a des gros bords. Mais elle a pas d'encoche. C'est beau. C'est beau. C'est agréable. Vous savez pas à quel point c'est agréable. Vous ne comprenez pas à quel point c'est agréable d'avoir un écran carré. Voilà, bref. Ce qui fait que le Pixel 3 et Pixel 3 XL sont des smartphones de chez Google, les premiers arrivés en France. En plus de ça, ils ont droit à, entre guillemets, enfin ils ont du eSIM et une SIM normale. La eSIM devra arriver plus tard, on l'espère, en France. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité en France de prendre un abonnement via eSIM. Il faut savoir que l'application est bien dans l'appareil, mais pour l'instant non accessible. Donc il doit bloquer par région, je pense. Je ne sais pas du tout comment c'est géré, mais actuellement, je n'ai pas trouvé d'option en tout cas. C'est un petit appareil qui a surtout l'avantage et surtout qui a eu l'immense... là où sont reconnus Google, c'est pas forcément le smartphone en lui-même, c'est la partie appareil photo. Vous le savez, Google Caméra, aujourd'hui, il y a des portages un peu de partout avec les Snapdragon 845, etc. Tant que vous avez Caméra 2 API, vous pouvez l'installer. Je vous conseille de chercher, vous mettez Google Caméra Porte sur Google. Vous avez un site un peu typé en polonais, ou je ne saurais pas trop dire, qui fait que vous pouvez justement tester ces applications. J'ai pu tester le menu avant que sa sortie officielle, histoire de pouvoir justement le tester au maximum avant de voir le rendre. Et ce qui fait que c'est assez impressionnant. Et en même temps, pour ceux qui ont vu mon test du Note 9 et qui sont assez étonnés par rapport à beaucoup apparemment de comparatifs, je vous avoue avoir été un poil, pas déçu, parce que ça reste quand même très très bon, hein, mais le Note 9 fait mieux. Et je m'attendais à ce qu'en fait il dépasse le Note 9, et pas forcément. En tout cas, à part le mode nuit, le Note 9 est mieux. Le mode nuit reste impressionnant, après c'est un peu plus logique de pourquoi, pour le coup, il est meilleur. Mais il peut faire des photos qui ont cet effet waouh, que peu de smartphones peuvent arriver à faire de façon simple et surtout avec un seul capteur. En plus de ça, il y a un souci, c'est que, en fait, ce smartphone a un petit problème, on en reparlera pendant le test, c'est que, on a l'impression qu'ils suivent un petit peu la ligne directrice que propose Apple avec ses iPhones. C'est-à-dire des produits qui sont assez chers, qui n'innovent en soi assez peu. Oui, ils innovent assez peu. Bref, mais qui ne sont pas forcément des plus intéressants technologiquement. Par exemple, prenez un Oppo Find X et vous prenez un iPhone, l'Oppo Find X fait plus futuriste. Alors certes, c'est un côté moteur, etc., blablabla, mais c'est un côté plus futuriste, alors que le XS, il n'a pas changé par rapport à l'année dernière. Google, pareil, ils n'ont pas réellement changé par rapport à l'année dernière. On a le lecteur d'empreinte qui est au dos, et pour un produit vendu à 850 €, un produit Google qui est censé être un petit peu le fer de lance de Google, le faire valoir des services, en fait, c'est que le hardware, même s'il est très bien, il manque d'un côté un petit peu dans l'air du temps, en fait. On a l'impression qu'il est un peu en an de retard. Ce qui fait que c'est assez particulier, le test sera particulier, la conclusion sera aussi, je pense, particulière. Pour moi, d'ailleurs, pour finir et pour commencer le test, je pense que c'est un concurrent direct de l'iPhone XR. Pourquoi ils partagent beaucoup de points? Déjà, ils ont des gros bords. C'est con à dire, mais ils ont des ports assez épais dans les deux cas. J'ai beau clasher le iPhone XR, le Google Pixel 3 n'est clairement pas face à la concurrence d'Android, n'est pas à la pointe du tout. C'est même assez étonnant qu'on ait des aussi gros bords et que, au final, les gens ne le reprochent pas finalement tellement ça. Moi, je vais le reprocher, mais ce sera dans un ensemble de points, bien évidemment. Et ça change. Il y a aussi l'expérience utilisateur qui va avec. Ça, on en reparlera de toute façon dans la partie conclusion. Grosse intro, effectivement. Comme vous pouvez le voir, je vous dis quand est-ce que le test va commencer. Il arrive. Pour terminer, donc voilà, c'est pour ça. Il y a aussi le fait qu'il ait un seul capteur avec une gestion logicielle intelligence artificielle pour la partie portrait. Et là, pour le coup, Google défonce tout. Hein. Pour le dire, là-dessus... il n'y a rien à dire, pour un seul capteur, c'est juste impressionnant. Bref, passons maintenant au test de ce smartphone qui est très atypique, qui est très particulier et qui, vous allez voir pendant le test, c'est un choix en fait. C'est un réel choix particulier.
Donc au niveau du design, déjà on va faire un tour du propriétaire. Vous avez en haut à gauche un double capteur photo, donc en ouverture 1.8 et l'autre 2.2 grand angle. Vous avez un double haut-parleur haut et bas, donc un peu comme ce que propose Sony pour le coup, un vrai double haut-parleur. C'est-à-dire que là où l'habitude la concurrence aura tendance à mettre un haut-parleur ici qui aura tendance à faire basse médium et ici la partie médium aiguë, ici c'est deux vrais haut-parleurs. On y reparlera sur la partie sonore. Ensuite, vous avez sur le côté le bouton volume et au-dessus le bouton power qui lui est mat par rapport au bouton volume. Il faut savoir que sur la version blanche, c'est un bouton orange que vous aurez. Il est assez perturbant parce que c'est très rare, il y a très peu de smartphones qui font comme ça, mais le bouton power en général est en dessous du bouton volume. Ici c'est le contraire, c'est un choix, mais c'est perturbant, surtout quand vous avez plusieurs téléphones en même temps. Vous avez ici le micro donc ambiant pour justement supprimer les bruits lors des appels. Vous avez rien du tout de ce côté-là. Ici le port SIM, donc justement, pour pouvoir mettre la SIM, et c'est assez discret pour le coup. Le port USB-C, ici vous n'avez rien vu qu'il n'y a pas de haut-parleur. Au dos, vous avez surtout la plus grande particularité des Google Pixel. C'est quelque chose qu'on peut adhérer ou non. Les designs ont toujours été un petit peu particuliers pour moi pour les pixels. Vous avez une partie mat ici qui fait un peu penser à une espèce de velours. Je ne saurais pas dire exactement, je n'ai pas regardé la matière que c'était. C'est très agréable, c'est très doux en tout cas. C'est un petit peu... Alors ça accroche pas énormément, là où le verre va beaucoup accrocher, donc c'est très différent. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça évite plutôt les traces de doigts, même si c'est pas réellement vrai. Ce sera un peu plus discret, ça dépend. Alors moi, ayant les doigts en général assez gras, il faut l'avouer, et vous le savez depuis le temps que vous me suivez, eh bien ça aura tendance à se voir. Après, ça peut s'effacer assez vite, mais sachez que ça peut s'afficher. Vous avez aussi même le lecteur d'empreintes qui est mat, et vous avez au-dessus le fait que ce soit en verre. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, ça fait tout le tour, et en fait, c'est juste un carré à l'intérieur du verre. Je sais pas exactement comment ils ont fait ça, mais c'est à l'intérieur du verre, et ce qui fait que c'est par-dessus, je sais pas si c'est juste un traitement ou si c'est une pièce avec un creux dans le verre, mais c'est assez sympathique. On notera quand même que ce n'est pas du unibody. En effet, vous avez une plaque de verre au dos, l'écran à l'avant, une tranche spécifique. Donc ça, c'est aussi une chose un peu particulière et qui va... Pour moi, en fait, je ne sais pas si c'était obligatoire, mais ce qui fait que ça fait un peu moins, parce qu'on a le côté glossy sur la tranche, avec le côté en verre ici, ce qui fait que ça donne un côté uni, mais le fait que ce soit pas unibody, ça fait pas forcément très... Enfin, je sais pas, c'est quelque chose qui me dérange un petit peu, j'aurais préféré peut-être l'unibody. Je pense aussi que c'est lié aussi à la gestion du sans-fil, et le fait que le démontage, apparemment, il faut casser cette vitre pour pouvoir démonter le reste, de ce que j'ai vu d'iFixit, si je dis pas de bêtises. Alors, ensuite, vous avez aussi le seul capteur photo qui est stabilisé avec... Ici, alors pour moi c'est un capteur RGB pour capturer les couleurs et le flash dual tone. Donc c'est un simple capteur, c'est ça qui est très intéressant et qui est stabilisé, qui va faire tout le travail. Et après c'est la gestion logicielle de Google qui fera le reste. Donc voilà un peu le tour du propriétaire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors j'en ai déjà dit un petit peu. Alors déjà vous avez les bords. Des bords qui sont alors sur les côtés qui sont plutôt fins d'ailleurs, donc ça c'est quand même quelque chose d'agréable. Mais le haut et le bas sont très épais. Là où beaucoup de concurrence à faire mieux, ici, c'est pas extraordinaire. Alors, je vais voir justement le Meizu 16 met du temps à arriver. C'est un peu dommage que je ne puisse pas tester lors du test, enfin avant de faire le test du Pixel 3. Mais en fait, le truc c'est que beaucoup de concurrence arrive à faire mieux. On peut penser par exemple au S9 qui est un peu plus grand, mais certes, mais qui arrive à caser le double haut-parleur qui est plutôt bien équilibré en plus de ça. Et le tout avec des bords qui sont plus fins, et ce qui le rend un peu plus premium. Ici, on a l'impression qu'on a un an de retard. Vous avez les doubles capteurs photo qui est à gauche ici, donc un placement un peu particulier pour le double capteur photo. Et en plus de ça, Google avait dit justement que ils pouvaient pas mettre d'encoche parce qu'ils n'avaient pas la place. Donc en plus de ça, s'ils avaient eu la place, on aurait peut-être eu une encoche très grosse. Alors, est-ce que les haut-parleurs prennent de la place? C'est possible aussi, mais j'ai un peu un doute. Après, c'est un choix. Et sur la partie son, en plus de ça, on en reparlera sur le parleur. Ils sont bons, mais ce n'est pas les meilleurs. Encore une fois, après le passage du Note 9, la hype du Pixel 3 retombe un petit peu pour moi. Ils sont pas mauvais, mais on y reparlera. Après, bon, ce qui est bien dans ce design, c'est qu'il n'a pas d'encoche, c'est qu'il est cohérent, c'est qu'il est bien aligné, c'est-à-dire que la partie basse et la partie haute sont aussi grandes. Il est joli à regarder, parce que même si effectivement je me plains que les bords soient gros, je préfère ça qu'une encoche en fait. Et je préfère largement parce que c'est plus design. Une encoche, je ne supporte pas, mais c'est moche en fait. Alors que là, c'est bien, et on a toutes les notifications, donc ce qui fait que c'est agréable. La prise en main en plus de ça est assez bonne, parce que, alors, l'avantage aussi du Pixel 3,
c'est surtout qu'il est petit. On est sur du 5.5 pouces en 18 neuvième, alors certes avec les bords ici, mais ce qui lui permet d'être juste tout petit. Mais vraiment petit. En comparaison de l'immense, et ce qui va être à peu près la même chose pour le Pixel 3 XL, l'immense, s'il veut bien s'allumer, ici, Honor 8X, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est juste impressionnant. Il faut savoir que j'ai montré la prise en main par rapport au Zug Z2 qui fait 5 pouces et un 5 pouces bien optimisé et qui correspond aussi à un 4.7 pouces d'un iPhone, donc 7, 8 ou 6S, etc. Eh bien, c'est la même taille. Avec un écran plus grand et surtout, bah, il est léger en plus de ça puisqu'il fait 143 grammes de tête, encore une fois, mais en tout cas, il est assez léger et c'est très agréable parce que les smartphones lourds, plus ils sont gros, plus ils sont lourds en général. Et il faut l'avouer que l'un des plus gros points forts de ce smartphone, c'est d'être compact. Parce qu'aujourd'hui, le marché du compact est mort. Il n'y a que Sony qui en propose un et qui est loin d'être parfait. Là où Google fait beaucoup plus attention. Je trouve qu'en plus de ça, le design est bien mieux par rapport au Pixel 2. Il a été un peu amélioré. Même le Pixel 1, je le trouvais absolument immonde. Il y a quelque chose qui est vraiment sympa. Et ce qui fait que là où les premiers pixels pour moi faisaient beaucoup trop iPhone avec un petit cadre supplémentaire, celui-là fait beaucoup moins iPhone et justement je trouve qu'il a sa propre personnalité. J'ai pas l'impression de voir un iPhone devant moi. Malgré ça, on voit quelques similitudes et c'est juste ça en fait. C'est vraiment juste ça. La principale chose, c'est qu'aujourd'hui Android est blindé de double capteur. Ici, on n'en a qu'un seul. Chez Apple, on aime le simple capteur, quoique ça commence à disparaître aussi. Pour moi, en fait, il y a deux gros soucis sur ce smartphone. C'est donc le fait qu'on ait donc des gros bords en haut et en bas. Ça aurait peut-être pu être raffiné, mais j'ai des doutes parce que si Google a fait ça, bon voilà. Il faut savoir que Google veut surtout promouvoir ses services plus que la partie hardware. Donc ça, c'est aussi la petite chose quand même à ne pas oublier non plus. L'autre chose aussi qui est dommage, je fais une piqûre de rappel. Le jack, pour moi, j'aime bien. C'est très agréable. Et le fait qu'ils étaient moqués la première année du fait que Apple enlève la jack, mais que le Pixel 2, ça a été enlevé sans un mot, et que le Pixel 3 aussi, vous avez certes un adaptateur, mais voilà quoi, c'est plus chiant à utiliser. C'est plus chiant à utiliser, l'adaptateur est bon, le son est plutôt bon, mais néanmoins, c'est quand même plus agréable d'avoir une réelle prise jack. Apparemment, une version avec un Snapdragon 710 serait en préparation. Est-ce qu'il va vraiment sortir? Je ne sais pas. Et apparemment, il aurait un jack. C'est en tout cas un design qui est à la fois atypique et à la fois un peu banal. Ce côté atypique est vraiment fait par ce côté mat avec la partie verte qui, je trouve, est au final assez efficace et même en main donne un côté très particulier. Son autre côté, c'est que sur la partie Android, il n'y a quasi aucun concurrent par Sony en termes de compact. Certes, il y a le Pixel 3 XL avec son énorme encoche dégueulasse, mais néanmoins, pour moi, le plus intéressant cette année chez Google, c'est celui-là et c'est pas le Pixel 3 XL. Parce que justement, il est compact et les compacts de bonne qualité, il n'y en a plus. C'est comme ça que je l'annonce, il n'y en a plus pour moi. Et celui-là, même si j'ai beaucoup de choses, j'ai des choses à critiquer, je trouve que le design est vraiment très très bien sur ce smartphone. Il est agréable à prendre en main, il est bien réussi dans beaucoup d'autres points, ce qui le rend très intéressant pour ceux qui veulent un smartphone compact. Voilà. Et puis en plus de ça, il est léger. Voilà. Ça a l'air con de dire ça, mais c'est important à dire. Et en plus de ça, pour ceux qui aiment les photos, vous allez apprécier le Pixel 3, même si j'étais un petit peu déhype à cause du Note 9, mais il a surtout ces points-là. Voilà. C'est vraiment ça que je veux un peu annoncer avant de passer à la suite. Au niveau de la surcouche, donc là on est sur la surcouche Android avec Pixel Experience de Google qui veut pousser ses services. On va pas s'occuper de ce qu'il y a de base dans la surcouche, mais de ce qu'il y a, d'Android de base, mais surtout ce que propose Pixel Experience, qui a des petites choses particulières. La première chose que je vous propose, c'est d'aller ici en fait dans la partie paramètres, ensuite système et ensuite gestes, pour aller dans la partie lecteur d'empreintes ici et pour pouvoir descendre le lecteur d'empreintes, pour pouvoir avoir vos notifications et aussi avoir accès à tous les raccourcis. C'est quelque chose qui est très agréable et qu'on ne peut pas... c'est juste agréable, voilà, tout simplement. On a aussi la partie Edge, vous pouvez gérer la pression. De base, je trouve qu'il est trop puissant. J'en ai pas parlé dans la partie design, mais c'était plus intéressant d'en parler ici. En fait, ce que vous pouvez faire, en fait, pour ceux qui utilisent Google Assistant, ce qui n'est pas le cas pour moi, donc ce qui fait que je ne l'ai pas utilisé, vous avez juste à le presser un petit peu, hop. Donc là, on peut voir, en fait, ça marche. Alors, en fait, dans la réalité, quand vous êtes sur le téléphone, ça va donner ça. Voilà, et vous allez avoir Google Assistant qui va sortir. Donc, vous voyez, j'ai juste à presser, vous voyez que je presse
le smartphone et ça va donner ça. Alors, hop, si on revient ici, donc après on peut, vous voyez, je suis quasiment au minimum, je préfère avoir le minimum parce que globalement, bah, je le fais pas par erreur, donc ce qui fait que c'est pas mal. On peut le faire à écran éteint, presser le téléphone pour couper le son aussi, on a cette possibilité aussi. Accès appareil photo, donc on a aussi le double clic qui est ici si vous voulez ou non. Accès mode selfie, donc alors pour activer le mode selfie, hein, ouvrez l'application. Je comprends pas trop l'idée, mais ok. Je l'ai pas fait parce que pour le coup, je ne trouve pas ça intéressant. Vous avez un mode chute, ne pas déranger, on peut le retourner, hop, ça va couper le son. Voilà, c'est les petites choses ici. Donc ici, je vous montre la version. Je suis actuellement sur la mise à jour du correctif de sécurité du 5 novembre. Voilà, un petit peu pour cette partie-là. Après, on va parler de choses un peu plus intéressantes. Tout d'abord, vous avez Google Caméra. Google Caméra, on en reparlera, mais c'est très particulier, ça a été un peu mis à jour. Sans parler de la partie photo, on va parler d'une autre partie qui est Playground, qui va permettre, hop, ici, de faire apparaître des objets. Des choses diverses et particulières. Vous pouvez le voir, je viens de poser un bonhomme. On peut poser pas mal de choses. On peut poser Iron Man, alors là, forcément. Et on va pouvoir un petit peu, hop, on va pouvoir par exemple virer lui et je peux voir Iron Man ici, ça suit très bien, c'est très impressionnant. Là pour le coup, plus besoin des capteurs comme à la Google Tango, Asus Zenfone AR. La définition est plutôt bonne, c'est fluide, c'est agréable. Et bon alors là forcément il est un peu mal placé parce que je suis trop près d'autres objets, il sait pas trop où aller chercher. Mais normalement ça suit bien et vous pouvez faire des selfies avec par exemple pour ça, ce qui fait que c'est assez marrant. Je vais essayer de vous en faire un petit peu. Vous avez Hulk aussi qui est présent. Voilà, bon c'est... Hop. On va mettre Hulk en plus petit, s'il veut bien. Non, il veut pas. Mais voilà, c'est un petit peu les possibilités que vous avez avec la partie photo, un petit peu le côté un petit peu justement AR. Donc ça, ça va être la chose. Après, vous avez d'autres choses. Vous avez Photobooth, mais j'ai pas trop compris l'intérêt. Google Lens pour reconnaître des choses en fait. Donc du texte, ce genre de choses. Ou tout simplement des choses à acheter. Hop. On va regarder s'il reconnaît la boîte du Pixel 3. Bon, il a reconnu tout de suite, Pixel 3, ok, il a reconnu le texte. Ce qu'il va reconnaître après, donc après Google, donc après on va pouvoir faire une recherche Google avec le Pixel. Donc voilà, c'est juste ce genre de choses. Pareil, je ne trouve pas l'intérêt pour moi personnellement, mais ça peut en intéresser certains. Vous avez tout dans l'application photo, donc voilà déjà une première chose. Dans la partie stockage, vous avez aussi une chose intéressante, c'est-à-dire que vous pouvez gérer automatiquement l'espace et ça va vider les photos au fur et à mesure. Quand vous avez un Pixel 3, il faut savoir que la gestion des photos en haute qualité, c'est-à-dire pour le coup ne va pas être compressée, est garantie. Alors si je regarde, hop, on va aller dans les paramètres. Normalement je devrais avoir la date, mais c'est jusqu'en 2022, février 2022 de tête. Et ce qui fait qu'en fait, le truc c'est que ça va tout synchroniser. Normalement je l'ai ici, voilà, jusqu'au 31 janvier 2022 pour les pixels. Sauvetage gratuit illimité en qualité d'origine des photos. Donc voilà la petite chose aussi particulière, si vous aimez bien garder en qualité d'origine, notamment les vidéos, eh bien ça va vous permettre justement de les garder là où la plupart des smartphones auront tendance, par exemple les albums que je vous fais dans Google Photos sont tous compressés, mais la perte en termes de détail est extrêmement légère. Le but de ne pas avoir de compression, après c'est d'être plus tranquille en termes de qualité des photos, surtout si elle est de très bonne qualité, s'il est un peu lourde. Vous avez ça, vous avez aussi autre chose. Alors, vous avez le mode nuit, ça on en reparlera dans la partie photo, mais vous avez aussi la partie profondeur qui est assez intéressante. Et donc, si par exemple je l'ai fait sur mon chat, en fait, vous pouvez régler le flou. Une fois que vous avez pris la photo en mode portrait, vous pouvez aller dans les paramètres donc de Google Photos. Alors, soit vous avez Colourpop qui va choisir les couleurs affichées. Alors, par exemple, ici c'est pas parfait, il y a encore du vert, mais normalement c'est plutôt bien fait et globalement vous aurez juste le personnage qui sera, voilà, là c'est bien fait et là vous avez juste mon chat qui est coloré. Donc pour essayer de mettre un petit peu plus de luminosité, voilà ce que ça peut donner. Vous avez mon chat qui est coloré, à peu près. Voilà, là il est bien coloré, en tout cas il faut trouver le bon endroit. Et le reste est noir et blanc. Vous avez cette possibilité-là. Vous pouvez choisir si c'est complètement désaturé ou non. Et vous pouvez choisir la profondeur, donc en fait, de flou. Donc c'est-à-dire que en fait, cette partie-là est totalement logicielle. Et encore plus logiciel que beaucoup de smartphones en fait. Parce que tous les smartphones utilisent un deuxième capteur pour justement faire le détourage et faire la partie arrière-plan derrière logiciellement. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un seul capteur et c'est
le capteur avec toute la gestion de l'algorithme de Google qui va faire le détourage et qui est très impressionnant. Vraiment très impressionnant. La chose aussi, alors que vous avez vu déjà normalement dans la prise en main, c'est l'arrivée des gestes avec Android 9. Alors c'est plus nouveau aujourd'hui, mais je trouve ça intéressant. En fait, Google, on sent que Google veut passer aux gestes aussi, mais le truc c'est qu'il faut trouver une bonne gestion, ne pas être trop brutal entre ce que propose en fait Apple plus ou moins et ce qu'il y a actuellement sur Google. Sur Android. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est surtout des boutons qu'il y a, c'est très efficace et très apprécié par les gens. Les gens veulent des gestes, et les gestes qu'ont trouvé Google, c'est un peu un hybride entre des touches et un côté geste. En fait, vous avez le bouton Home ici pour pouvoir revenir au menu de départ. Donc ça, jusque-là, c'est logique. Vous faites un coup à droite, et ça va aller sur l'application précédente. Si vous restez, vous allez pouvoir gérer en fait toutes les applications dans la partie application récente, multitâche. Voilà, la petite chose, vous pouvez faire ça et revenir très loin. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'il y a toute une gestion haptique de toutes les petites choses qui est très intéressante, qui est très bien fait par contre, avec un vibreur de très très bonne qualité. Donc ce qui fait que vous avez ça, vous avez une première chose. En fait, déjà ce que j'aime bien, c'est que justement vous avez la partie multitâche, alors une recherche Google parce que Google forcément, et ici les 5 applications que vous avez tendance à utiliser un peu régulièrement, en tout cas soit entre les dernières et celles que vous avez régulièrement, que vous aurez peut-être tendance à utiliser. Et ce qui est très sympathique, c'est que justement quand vous aurez tendance à vouloir revenir sur une app régulièrement mais qu'elle n'est pas dans les dernières apps que vous avez utilisées par exemple, vous pouvez directement taper par exemple Deezer, voilà, hop, je vais la rouvrir directement, parce qu'il va aller chercher, savoir ce que je vais utiliser. Voilà la caméra, voilà. C'est la chose qui est assez sympathique. Et après, vous avez ça. Pour la partie multitâche, justement, ça, c'est aussi l'autre chose intéressante, c'est que ça a un peu changé. Alors, par exemple, ici, en fait, il va falloir appuyer sur l'icône tout en haut et faire écran partagé. Et là, vous pouvez mettre la nouvelle application que vous voulez partager. Et voilà ce que ça donne. C'est assez sympathique. Après, c'est pas encore parfait. Et je trouve que, justement, beaucoup d'acteurs ont réussi à trouver des meilleures alternatives globalement. Vous avez aussi, et c'est la petite chose qui casse en fait tout le côté geste, alors déjà vous avez toujours la barre qui est présente, et en fait vous avez toujours un bouton retour. Et ce qui est dommage c'est que en fait le retour aurait pu être fait comme ceci en fait, pour moi. Pour rester dans le côté totalement geste, parce que justement cette partie-là n'est pas utilisée en fait, parce que vu que pour le multitâche il faut aller vers la droite, et après on peut se balader, pour aller en mode retour ça aurait été bien d'avoir ça. Donc je ne sais pas pourquoi ça a évolué, et résultat à part la partie accueil, où on n'a plus rien, et c'est clairement dans cette idée-là que va aller Google, eh bien, on a toujours une partie retour, ce qui est un peu dommage. Pour la partie batterie, vous avez un système en fait de batterie adaptative, donc c'est-à-dire qu'il doit gérer intelligemment les applications pour avoir la meilleure autonomie possible. Ça, c'est ce qu'on me promet, c'est ce que fait aujourd'hui beaucoup de smartphones. On avait Huawei qui avait mis ça en place il y a déjà un peu de temps, et d'autres smartphones l'ont fait ensuite. Et Google l'a mis aussi. Le truc, c'est que dans la réalité, pour l'instant, et j'en parlerai dans l'autonomie, je ne suis absolument pas convaincu, comme à peu près tous les testeurs de Pixel qui trouvent que l'autonomie est assez moyenne, ce qui fait que ça a l'air d'être assez sympathique. Dans la réalité, c'est assez bullshit, malheureusement. Donc ça, c'est un peu dommage. Dans les choses aussi, alors, ce que vous avez le lecteur d'empreintes qui est présent, mais vous n'avez pas de reconnaissance faciale. C'est un peu dommage. Alors, ce serait intéressant de savoir la raison, mais encore une fois, ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on est sur un smartphone à 850 € et je pense que Google avait la possibilité de mettre une reconnaissance faciale infrarouge, ou en tout cas quelque chose d'un petit peu sécurisé. Mais au final, le truc c'est que par rapport à la concurrence, il manque ça. Pour un smartphone à 850 €, le fait d'avoir que le lecteur d'empreinte de présent et pas la reconnaissance faciale, pour beaucoup, je pense que c'est un peu dommage. Surtout que le lecteur d'empreinte est au dos, il aurait pu être sous l'écran. C'est des choix que je trouve un peu dommage parce que pour moi, clairement, ce smartphone, il a des choses sympathiques, mais il manque aussi d'un côté en rapport avec le prix auquel il est vendu. Ce qui fait que c'est un peu dommage. Globalement, après, le smartphone de Google n'a pas vraiment grand-chose d'autre à montrer. C'est surtout son principal intérêt étant d'avoir Google Assistant avec le côté pression, la partie caméra qui est très impressionnante. Vous avez là aussi la partie AR aussi qui est présente, mais ça, d'autres smartphones l'ont aussi. Vous avez, après c'est la caméra, la partie batterie comme je vous ai dit, en fait, on n'y croit pas du tout. Les gestes qui sont présents, donc après il y en a d'autres, ça va arriver, mais les gestes sont présents et je les trouve très agréables à utiliser. C'est pas parfait et je pense qu'il manque pas grand chose pour que ce soit parfait et que ça fasse justement des vrais gestes qui sont agréables à utiliser en plus, parce que justement ils sont très bien.
Voilà un petit peu pour ça. Globalement, voilà. Ce qui fait qu'en fait, ça fait un peu vide en fait. Pour ceux qui ont tendance à avoir l'habitude des surcouches avec pas mal de petites options, ici, clairement, vous n'avez pas de petites options de partout. Vous avez l'essentiel, un peu comme ce que propose, bah, encore une fois, je vais le redire, mais ce que propose Apple, en fait, c'est vraiment, on sent vraiment cette idée-là. Et voilà, c'est pas parfait, c'est quand même assez complet, mais on n'est pas sur quelque chose de particulièrement complet, en fait. Là, par exemple, voilà, on a les couleurs, donc ça, de toute façon, j'en reparlais dans l'écran. Mais c'est pas, c'est un peu limité, j'ai envie de dire. C'est un peu trop limité, c'est un peu dommage parce que clairement, la particularité d'Android, c'est d'avoir beaucoup de choses à faire, en fait, d'avoir plein de petites options que l'on n'a pas forcément ici. On sent qu'on a le côté simplicité qui se met en place de plus en plus du côté de Google et l'application photo est l'exemple le plus évident. Et ce qui fait que ça, on sent que ça lorgne du côté des utilisateurs Apple et que ça essaie de les ramener un peu chez Android. J'ai l'impression que c'est vraiment ça et ça a l'air de fonctionner. Donc d'un côté, c'est pas si mal que ça. Surtout au vu des prix des derniers Apple, là, le Pixel a un coup à jouer. Mais clairement, par rapport à Android stock et Android de base, il n'ajoute pas beaucoup de choses. Le Pixel Experience reste encore assez sobre, en fait, il faut le dire, et assez simpliste. Enfin, pas simpliste, mais simple, en fait. Il y a très peu de choses. Il y a l'application photo qui est présente. Il y a, encore une fois, Google Assistant qui est le service principal que va donner Google. La gestion, alors Google Photo qui va être gratuit à un stockage limité et complet, ça ce qui est sympathique. Et la retouche de la partie profondeur ou le color pop qui est très sympathique. Vous avez d'autres choses sur la partie photo qui est excellente, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Mais après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, il n'y a rien d'autre quoi. C'est ça le truc, c'est que c'est très très simple. C'est vraiment le minimum et après à vous de faire votre propre expérience avec vos propres applications. Mais clairement, les options ne seront pas l'intérêt principal de ce smartphone. Petit point que j'ai oublié pour la partie surcouche, ça va être aussi la nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez le mode nuit, donc qui fait que vous allez avoir soit l'écran en noir et blanc, soit vous avez l'éclairage nocturne aussi, où ça va être un peu jauni justement pour vous aider à mieux vous endormir. Mais quand il est sur son socle de recharge sans fil, vous avez une possibilité. Et quand vous avez bien géré, enfin même globalement, quand vous avez mis Google Assistant, il va détecter quand est-ce qu'il doit vous réveiller, quand vous mettez les réveils. Le matin, il va afficher un écran qui va être du orange au jaune pour simuler en fait un lever de soleil et mieux vous réveiller. Donc c'est une chose qui est plutôt intéressante. Le problème avec ça, c'est que l'écran est beaucoup trop fort en fait. Et moi, il est sur ma table de nuit. Et le problème, c'est que bah, justement, je m'éclate les yeux le matin parce que t'as un écran jaune qui est là, qui te regarde, et toi t'es là, oh, j'ai mal aux yeux. Voilà, c'est juste la petite chose, mais c'est sympathique pour justement mieux se réveiller. C'est quand même assez agréable. Le problème, c'est que ça peut vous réveiller avant parce que justement la luminosité est beaucoup trop forte. Pour l'écran justement, on est sur un écran de 5.5 pouces. Alors on peut voir que écran éteint c'est plutôt bien, même si c'est pas exactement la même couleur du châssis, ça se voit pas trop en journée, ça se verra un peu plus le soir. Cet écran est un 5.5 pouces en Full HD, donc du 2160 x 1080p, et OLED, donc ce qui fait que des noirs vraiment noirs, très contrastés, forcément contraste infini tout simplement, et vous avez de très belles couleurs qui peuvent être réglées de façon... vous avez trois options dans la partie affichage que j'ai montré déjà, mais je préfère le remontrer. Donc vous avez naturel, contrasté ou adaptatif. Donc adaptatif qui va s'adapter à l'ambiance ou à la luminosité pour avoir les couleurs qui ressortent le mieux en tout cas. Donc ce ne sera pas le mieux en termes de reproduction des couleurs. On est sur donc un écran de très bonne qualité qui en termes de luminosité ça va être soit très peu lumineux, vous voyez plus par exemple moi je le vois, soit très lumineux et donc en plein soleil ça posera pas de problème. Donc là-dessus c'est quand même assez agréable. On va le remettre à bonne luminosité pour vous, voilà. Et bah, pas grand chose à dire. En plus de ça, la gestion du tactile est vraiment très bonne. C'est très fluide. Donc pas de souci là-dessus. C'est un très bel écran tout simplement qui est très agréable. On est sur du 1080p en 5.5 pouces, c'est largement suffisant. C'est bien optimisé en termes d'espace. Donc pas de souci là-dessus. J'ai pas grand chose de plus vraiment à dire, si ce n'est que c'est un bel écran, un bon écran. Bien optimisé, apparemment c'est l'un des meilleurs écrans du marché, donc ce qui est quand même une bonne chose. Ce sont des choses un peu contemporaines. Qui m'aimera encore, qui m'aimera encore, qui m'aimera encore à l'os.
Rasto, j'suis mort, éteigne la GoPro. Noir, sale, dumps, hey, hey. Ce soir j'me mets, mais là pourquoi j'me fais si mal? J'ai fait mal à l'aise dans leurs émissions télé. J'me fais siffler comme un yinche. Bon, vous l'aurez compris, on est sur la partie son, et donc la partie son est intéressante. Déjà, on a un vrai double parleur, ce qui fait que pour ceux qui, justement, par exemple, jouent à Fortnite, et quand ils jouent à PUBG aussi, bref, un vrai double parleur, c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, on est plus sur des haut-parleurs qui sont tendance à être justement la partie basse et la partie aiguë, et on est sur quelque chose d'un peu particulier en termes de son, malheureusement. Alors en soi ils sont très bons, ne retirons pas le problème, ils sont vraiment très bons et très puissants. Et le truc c'est que en pleine puissance c'est un peu ça le souci, c'est-à-dire que jusqu'à 70-80% ça va être très bien. À plus de 80%, on est sur quelque chose qui reste assez bon mais qui aura tendance à saturer ou en tout cas un peu à grésiller selon les instruments en fait. Et il aura du mal à gérer la complexité. Par exemple par rapport à un Note 9 qui lui a ce côté double parleur qui n'est pas entre guillemets symétrique. Il a par contre quelque chose de beaucoup plus clair et qui gère beaucoup mieux les choses complexes à plein volume. Et il est un peu plus puissant aussi. Alors certes, il est un peu plus grand, donc on peut caser des meilleurs haut-parleurs, mais c'est quand même très très bien géré. Là, pour le coup, en fait, ce qui se passe, c'est que je m'attends... Enfin, à pleine puissance, je m'attendais pas forcément à avoir quelque chose d'un peu saturé, un petit peu vraiment qui joue avec la limite. Et ce qui fait que ça se ressent sur certaines musiques où justement, je trouve que c'est un peu particulier. Donc, pas totalement convaincu, mais ça reste plutôt bon. On va en chercher un dernier, celui-là. Et ça se ressent ici, on sent que c'est pas très clair, c'est pas très fluide, on sent qu'il y a un léger grésillement, comme s'il n'arrivait pas très bien à le gérer et qu'il est vraiment sur sa limite, en train de cracher ses poumons, par exemple, sur ce bruit. Bref, le son, on sent qu'il n'est pas très clair, il y a quelque chose qui est un petit peu dérangeant et qui fait que c'est pas parfait à plein volume. Néanmoins, ça reste de très bons parleurs, ils font partie des meilleurs, mais par rapport au Note 9 qui est un petit peu meilleur, on est un peu en dessous. Mais par contre, par rapport à beaucoup d'autres, on sera au-dessus, hein, clairement, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là, calmez-vous, vous inquiétez pas. Pour la partie jack, mais en kit. Vous avez un adaptateur USB-C, un adaptateur qui n'est pas analogique, dans le sens où c'est pas deux pins analogiques qu'on a mis au cul de l'USB-C pour ça, ce n'est pas un simple adaptateur, il y a un DAC dedans. Par contre, je ne sais pas ce qu'il y a dans ce DAC. Le DAC est plutôt correct, il aura tendance un petit peu dans ce que j'ai remarqué, notamment sur certaines paires, les sous-basses sont un peu cassées, c'est-à-dire qu'on en a moins que la réalité, et les aigus ressortent un petit peu, ce qui fait que ça aura tendance à être un peu moins agréable pour des écouteurs qui sont un peu neutres, et qui fait que pour le coup ça va ressortir les aigus plus que la normale par rapport à la paire que vous avez, et si vous avez une bonne sortie audio. Encore une fois, je pense au Meizu Pro 6 Plus qui reste encore une fois pour moi une référence, parce que pour l'instant j'ai toujours pas mieux en attendant le prochain Meizu. Et donc ce qui fait que cet adaptateur permettra d'écouter de façon très correcte et alimentera de façon très correcte aussi la plupart des casques, que ce soit pour moi mes petits cassettes en jack ou alors sur les parties casques un petit peu lourds, les One More AJ707 qui consomment un peu, et bien il arrivera à les alimenter. Comme je vous dis, après il n'est pas parfait, il va pas me rendre tout correctement sur le son. Donc voilà. Petite chose aussi que j'ai remarqué, alors il faut savoir que j'ai aussi en test pendant les autres tests, KZ, etc. J'ai en test un adaptateur USB pour les cordons MMCX qui a été fait par Tenmac. Alors là où KZ semble avoir fait le nécessaire, c'est bien reconnu comme quelque chose de compatible, quelque chose qui est bien officiellement compatible avec l'USB-C. Donc à mon avis, il y a dû avoir des choses qui ont été faites pour que justement ce soit officiellement reconnu, ce qui fait qu'il est bien reconnu. Là où le Tenmac va dire que justement ce n'est pas un accessoire compatible. Enfin, pas totalement compatible, donc à mon avis ils n'ont pas fait le nécessaire pour faire reconnaître dans le monde entier que leur câble existe. Je ne sais pas quelle est la différence, je ne sais pas s'il y a eu des démarches, mais c'est intéressant à savoir. Dernière chose pour ceux qui veulent savoir un petit peu, pour les écouteurs, les Free Earbuds, enfin je ne sais pas comment ils s'appellent exactement, mais en tout cas les écouteurs de chez Google, ils sont plutôt pas mal. Ils sont corrects, mais ils sont assez... j'ai pas vraiment grand chose à dire par rapport à ça. Quand je compare par exemple au Nice HCK EB2, qui sont les seuls non intra que j'ai chez moi, eh bien
c'est en dessous, c'est clairement en dessous. On va avoir quelque chose de correct, mais pas très naturel par contre, avec des basses qui vont être assez présentes, vraiment présentes même, mais dans les aigus, quelque chose qui va être plutôt justement un petit peu sombre, un petit peu en retrait. Voilà pour faire simple. C'est pas la paire que je préfère par exemple tout ce qui a été proposé par Samsung, qui sont des intras par contre, mais qui ont un son plus neutre, un peu plus sympa à l'écoute, plus naturel, mieux géré je trouve. Passons à une partie beaucoup plus intéressante de ce smartphone, qui est l'autre point fort avec le côté compact, c'est la photo. La photo, vous le connaissez maintenant pour beaucoup. Ce qui est reconnu chez Google, c'est surtout son algorithme de sa partie photo avec Google Caméra qu'on peut mettre sur beaucoup de smartphones et qui peut relever, quand c'est compatible, de manière parfois énorme la qualité des photos. Ce que j'ai fait par exemple pour mon Zug Z2 et il est vrai que ça change beaucoup de choses. Je l'avais fait aussi sur le Nokia 7 Plus et c'était aussi sympathique. On est sur les dernières versions, j'ai pu tester le mode nuit aussi, qui fait que ça va pouvoir changer un peu des autres tests, et ce qui fait que c'est très très intéressant, mais je tiens à le dire tout de suite, c'est un excellent photophone, tout simplement. Sa grande qualité, c'est surtout sa simplicité d'utilisation. Vous avez l'autre un concurrent qui est pour moi, et j'ai pu le tester, j'ai pu comparer, maintenant beaucoup de gens ne sont pas d'accord, des comparatifs disent que c'est différent, mais j'ai pu comparer au Galaxy Note 9, que je vous invite à regarder le test complet pour comprendre. Le Note 9 fait mieux. Grâce aux dernières mises à jour qu'il a eues, il fait des photos juste hallucinantes, avec un nouvel algorithme, que le S9 n'a pas encore et n'aura que sous paille. Ce qui fait que la différence entre le S9 et le Note 9 est vraiment énorme. Et ce qui fait que ça le fait passer de derrière le Google Pixel 3 avec le S9 à devant le Google Pixel 3 avec le Note 9. Je tiens à le préciser, ce sont les mises à jour de octobre et novembre pour le Note 9. Ce qui fait que là où tout le monde est totalement emballé par le Pixel 3, je l'ai été un peu moins. Donc ça va se montrer dans ce test. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, avant de montrer les photos, je vais vous montrer quand même l'application photo. Elle est très simple. Vous avez donc appareil photo, tout simplement, portrait. Donc là, vous allez pouvoir prendre en photo tout simplement quelqu'un et ça va faire donc la mise au point, ça va faire le détourage du bokeh de façon totalement logicielle. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir retoucher de façon logicielle en plus derrière très facilement la partie de netteté de la profondeur, donc l'enlever ou non, comme tous ceux qui sont en double capteur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où les doubles capteurs vont aller utiliser le deuxième capteur, ici Google n'en utilise qu'un seul, et après c'est l'intelligence artificielle et les algorithmes qui vont faire le reste. Pour parler rapidement de l'appareil photo, pour dire ce que c'est quand même, c'est un IMX363, normalement, en 12 mégapixels, ouverture 1.8, avec une stabilisation optique et électronique pour les vidéos et les photos. Donc ce qui fait que ça va beaucoup aider, et on est sur l'un des derniers capteurs tout simplement de chez Sony, donc plutôt très bon, après quand c'est bien optimisé. Vous avez le panorama, bon ça c'est classique, vous faites des photos et vous défilez sur les côtés. Ensuite vous avez la partie vidéo, vous êtes en 4K 30 fps, il n'y aura pas de 4K 60 fps pour l'instant, par contre ce qui est reconnu de chez Google c'est surtout des vidéos extrêmement stables. En effet déjà vous pouvez désactiver la stabilisation, c'est déjà très stable avec juste la stabilisation optique, mais vous avez une stabilisation électronique pour optimiser encore mieux, avoir un résultat un peu comme l'iPhone. Ce que je regrette et qu'on voit sur plein de vidéos, c'est son côté assez mécanique sur la partie stabilisation, c'est-à-dire que ça va vraiment faire des à-coups pour la stabilisation, mais c'est vraiment très bon, c'est l'un des meilleurs qu'il y a sur Android tout simplement. Donc c'est un choix, après quelque chose qu'on peut ou non apprécier. Je trouve ça juste peut-être, ça manque un petit peu de naturel, un peu de fluidité, c'est un poil trop mécanique à mon sens. Vous avez ensuite dans la partie plus plusieurs choses. Vision de nuit qui a été rajoutée mi-novembre, mais qu'on pouvait débloquer un petit peu avant avec une autre application, ce qui m'a permis de le tester un petit peu. Photosphère, donc là un côté un peu 3D pour avoir une vision 360 degrés, donc ça, il n'y a pas de choses particulières à dire dessus. Photo bouffe, j'ai pas compris réellement à quoi me servait le mode, à part en fait qui se déclenche au moment où vous faites des grimaces. Voilà, tout simplement, c'est très simple à utiliser, il n'y a pas de retouche particulière. Vous avez du ralenti aussi, donc vous avez en 1/8 ou 1/4. Donc après, on pourrait voir directement dans les vidéos. Hop, vous avez ici Playground qui est là, je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc pour la partie où vous pouvez mettre en fait des petites, des petits stickers en réalité augmentée, quelque chose qui a été très bien optimisé par Google. On l'a vu avec différentes personnes. Google Lens pour reconnaître des objets, bien évidemment.
les paramètres, donc vous avez le son si vous voulez le mettre, suggestion Google Lens, vous avez des gestes, hop, ici vous pouvez choisir en fait si l'appareil détecte que l'objectif est trop sale. L'option HDR+, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le gérer manuellement, l'HDR+, peut avoir des couleurs justement pas très... un petit peu fantaisiste. Donc vous pouvez le choisir de le faire manuellement ou non, sachant que de base ce sera un petit peu mieux, ce sera un peu moins fantaisiste. Vous pouvez choisir aussi d'enregistrer les vidéos en H275, ça prendra moins de stockage, mais c'est pas forcément compatible avec tous les PC, etc. Là où en H264 par défaut permettra d'être compatible avec tout. Et vous pouvez même choisir d'enregistrer en mode RAW, ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a quand même pas énormément de smartphones où on peut enregistrer en mode RAW. On peut voir qu'on n'est que en 4K 30 fps et on peut désactiver la stabilisation optique vidéo. Voilà déjà un petit peu pour cela. Alors maintenant passons aux photos. Les photos, donc là normalement je vais vous en afficher plein à l'écran. Donc pour les photos on va faire quelque chose de simple. Je vais vous parler d'abord des points positifs et ensuite des points négatifs. Vous allez avoir plein de photos, que ce soit de jour ou de nuit. Après, à vous de faire votre propre choix. Vous avez aussi l'album dans Google Photos. Et en plus, là, pour le coup, les photos ne seront pas du tout compressées. Donc, au niveau des photos, les choses que j'ai appréciées, déjà, c'est sa simplicité d'utilisation. C'est-à-dire qu'on se rapproche, encore une fois, c'est la comparaison, mais c'est un peu, je pense, l'idée de Google aussi, face à Apple. La plupart des smartphones Android sont en général simples d'utilisation, mais vous avez plein de modes de partout pour telle ou telle chose à faire, en fait. Ici, c'est simple. Vous avez le mode portrait, vous avez 2-3 petites choses, mais sinon, globalement, vous avez le mode appareil photo et c'est tout. Vous n'avez pas de mode, vous n'avez pas de petits réglages à faire. C'est la simplicité au service de la simplicité. Donc, pour ceux justement qui ne veulent pas s'emmerder, vous serez contents. La grande particularité aussi, c'est surtout la qualité des clichés. C'est-à-dire que c'est rare tout simplement de rater un cliché. Ça va être, et en plus de ça, ça va être des très bons clichés. Je vous renvoie, qui est meilleur photographe que moi, à Brandon le Proctor, notamment sur sa page Twitter, ou alors sa vidéo où il montrera des photos. Il a fait des très très belles photos, et de façon simple en fait. Il a une gestion qui est vraiment très belle, et ça c'est quelque chose qui est assez agréable. On peut faire de très belles photos, qui ne sont pas totalement fantaisistes en termes de couleurs, ça j'y reviendrai dans la partie défaut, mais qui, en faisant pas grand chose, en fait, permettent d'avoir des photos qui sont juste très belles à regarder, qui ont un effet waouh, assez sympathique. Alors forcément, moi, avec les photos que je fais, ça fait moins waouh, mais c'est un petit effet et c'est assez sympathique sur pas mal de points. Il arrive à faire vraiment quelque chose la fois quelque chose d'un petit peu naturel, même si c'est pas totalement la réalité, tout en étant vraiment très simple d'utilisation. Vous avez juste le mode nuit en fait qui est un petit peu particulier. Et donc déjà voilà pour ça. Vous avez quelque chose qui est globalement détaillé avec une bonne gestion de la scène. Globalement ça ressemble à peu près à la scène. C'est pas comme le Note 9 qui est vraiment parfait là-dessus. Là c'est un petit peu différent. Il y a un mode wow qui est un petit peu présent. On est très loin de ce que propose Huawei ou Honor avec des photos qui te font péter les rétines tellement c'est saturé. Ici c'est très léger mais c'est suffisant pour dire c'est pas exactement comme la réalité. En tout cas pour moi c'est comme ça que je l'ai perçu face au Note 9. Dans l'autre très grande particularité de ce smartphone, c'est le mode nuit. Le mode nuit a été ajouté il n'y a pas longtemps, moi j'ai pu le tester avant. Et alors, au niveau de l'utilisation, il faut bien comprendre une chose. C'est-à-dire que quand vous avez une scène qui reste encore assez éclairée, l'appareil va plutôt bien gérer. Vous pouvez utiliser le mode nuit si vous voulez quelque chose de plus blanc. Si vous trouvez la scène trop jaune et vous voulez exactement quelque chose de plus blanc et un peu plus éclairé, donc avoir un côté un peu plus surréaliste aussi qui ressort, vous pouvez utiliser ce mode nuit. Et normalement, vous avez sur les photos justement de la vue, vous en avez une en jaune et une en blanc. Donc je suis en contre-plongée dans une grande rue qui va en pente. Et vous pouvez voir, vous en avez une en jaune qui est normale et celle en blanc qui est un peu plus surréaliste avec des lumières qui ressortent un peu plus. Vous pouvez l'utiliser comme ça peut vous donner un côté un peu artistique qui peut être plaisant, tout simplement à ça. Mais là où il est vraiment très impressionnant et qui fait mieux que le Note 9, c'est le mode nuit qui, quand vous avez extrêmement peu d'éclairage, il y en a juste un tout petit peu, il va être fou. Il va être plus fou que le Note 9, mais là où le Note 9 c'est totalement instantané et on aura quelque chose, on va récupérer énormément de détails, le Google Pixel 3, lui, va devoir récupérer beaucoup d'informations, notamment des informations de lumière, ce qui va permettre de récupérer une photo qui va être carrément, on aurait l'impression qu'il y a un projecteur qui a été mis entre temps. Comme a dit un pote, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on n'aura pas du tout l'impression qu'on est en pleine nuit en fait. Et c'est là où c'est impressionnant. C'est-à-dire que en mode normal, on aura plus quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit, là où le Note 9 aura déjà récupéré beaucoup plus d'informations en mode automatique et permettra déjà d'avoir une photo où on voit beaucoup mieux que la réalité. Et c'est son avantage, c'est qu'en fait, il va avoir le juste milieu à mon sens pour moi.
Et le mode nuit est très impressionnant parce que justement, en fait, en faisant beaucoup de clichés, ça ressemble un petit peu à ce que faisait déjà il y a quelques temps Honor, mais de façon bien meilleure pour le coup, parce qu'il y a la stabilisation aussi qui est présente, ou le mode AIS qui est récemment arrivé, et ce qui va permettre en fait donc de prendre plein de photos pour récupérer la lumière là où il arrive à la récupérer. Et donc on a une photo qui fait comme si c'était réellement éclairé par quelque chose, comme si en fait c'était pas du tout en pleine nuit, ou qu'il y avait une lumière derrière nous. Mais la chose la plus impressionnante pour moi, ce n'est pas forcément ce qu'il arrive à remonter en termes d'information à l'affichage, même si c'est déjà impressionnant. Le plus impressionnant dans tout ça, c'est surtout ce qu'il arrive à ressortir en termes de détails, qui est plutôt bon, même si je le trouve encore une fois un peu moins bon que le Note 9, qui est juste impressionnant là-dessus. Il est plus lumineux et surtout il va, en plus de ça, beaucoup mieux reproduire les couleurs à mon sens. C'est très impressionnant parce qu'on passe d'une photo en mode normal où c'est un peu verdâtre, jaunâtre, avec assez peu de... Enfin, oui, un petit peu, ça manque de détails forcément, et ça manque forcément en termes de scène, il manque beaucoup de choses, à quelque chose de très lumineux, comme si c'était totalement naturel et que c'était très bien éclairé. C'est là où c'est le plus fou surtout, et avec beaucoup de choses qui vont être récupérées en termes d'informations. C'est vraiment fou. Là-dessus, je peux pas du tout troller Google, c'est impressionnant ce que ça arrive à faire. Notamment, j'ai une autre photo, je sais pas si elle est déjà passée, mais en gros, j'ai pris en photo, c'est pareil au niveau de ma gare, et vous avez plein de bâtiments en fond, et on voit juste les fenêtres qui sont allumées, et on voit quelques murs de bâtiments, et à côté en pleine nuit, bah, on a l'impression qu'en fait, déjà, la lune est très puissante en termes de luminosité, on a un ciel bleu, mais un peu éclatant, et surtout, on arrive à parfaitement voir tous les bâtiments, on a quelque chose de très bien éclairé, et ça, c'est très fou. L'autre chose de très positif sur cet appareil photo, parce que ça c'est vision de nuit, c'est vraiment impressionnant, c'est son mode portrait, que ce soit en façade, alors en selfie c'est juste dingue, par rapport à la plupart des smartphones, il défonce tout le monde, ou en façade, il a un mode portrait qui est vraiment très très bon. Le plus impressionnant est quand même à l'avant, même pour Vito, il m'avait dit justement que ça, en fait il était perturbé parce que ça lui donnait pas un côté naturel. En fait la qualité est tellement plus meilleure, mais vraiment meilleure, que tous les smartphones que j'ai eu, et là pour le coup il détrône totalement le Note 9, hein, ils n'ont jamais été très bons, mais il est largement au-dessus du Note 9 et largement au-dessus de tous les smartphones que j'ai pu tester. C'est le mode selfie en façade. Il a un double capteur photo en façade, c'est-à-dire que vous en avez un en mode normal en ouverture 1.8 de 8 mégapixels et un autre en 5 mégapixels en ouverture 2.2 qui est un mode grand angle. En soi, ça fait pas beaucoup de mégapixels, mais chez Google, avec l'algorithme de fait de prendre plusieurs photos pour en faire une seule, c'est aussi valable en façade. Et en façade, clairement, en termes de détails déjà sur le visage, c'est juste impressionnant. Et par rapport à la plupart des concurrents, les concurrents sont largués, surtout qu'ils ont tous tendance à vouloir lisser le visage. Pourquoi vouloir toujours lisser le visage? C'est chiant. Mais en plus de ça, vous avez le mode portrait qui est disponible. Et le mode portrait chez Google en façade ou en dorsale, donc dans les deux cas, est juste très impressionnant. Comme je l'ai dit, il y a ce détourage, ce flou qui est extrêmement bon, qui peut être géré de manière logicielle derrière. Et vous avez deux systèmes. Alors soit déjà, vous pouvez choisir la meilleure photo pour vous si vous trouvez que les deux photos qui ont été proposées, il y en a une qui est meilleure que l'autre. Vous avez la possibilité de choisir qu'elles soient en noir et blanc. Donc c'est-à-dire vous choisissez sur le sujet et il va détourer plus ou moins correctement autour et ce sera en noir et blanc. Donc ça peut être sympathique. Et vous pouvez choisir en fait dans les options, en fait dans les paramètres, la gestion de la profondeur. Ce qui est le plus fou en fait, c'est qu'on est en tout cas à l'arrière sur un seul capteur, mais le détourage est juste parfait. En mode portrait, c'est absolument dingue. Donc là-dessus, je suis assez bluffé de la qualité et c'est vraiment très très impressionnant. Il y a un côté pour le coup très naturel. Que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des détails, ou que ce soit au niveau du détourage, on aura vraiment l'impression d'avoir un petit réflexe dans nos mains. Même si ce n'est pas aussi détaillé, il arrive quasiment à faire le même résultat. Dans les points négatifs, et surtout le point négatif, alors déjà pour moi ce n'est pas le meilleur appareil photo, il n'a pas autant de détails que ce que propose le Note 9, et j'étais un petit peu déçu de ce point de vue-là, parce que j'étais assez hype là-dessus, et en final il n'est pas autant. Alors, c'est un choix en soi, le Galaxy Note va préférer un petit peu plus de grains et récupérer plus de détails, ça va être beaucoup plus fin, donc il est très très fort là-dessus. Là où Google va avoir un côté un peu plus doux, un petit peu moins détaillé, et ce qui fait que c'est deux choix différents. Pour moi, c'est deux philosophies différentes. Il y a quelque chose d'un peu plus doux chez Google en termes de détails, en termes de scène. Donc ça, après, c'est un peu plus mon avis, mais je trouve que voilà, si vous recherchez les détails à tout prix, le Note 9 est vraiment meilleur. Vous avez aussi dans les malus, dans les détails qui manquent un petit peu, le manque, pareil, les couleurs en fait.
Alors, comme j'ai dit en menu, il est très bon, mais en plein jour, en fait, il va être vraiment très bon en termes de couleurs, mais il va légèrement quand même, il va les retoucher. Dans le sens où elles ne seront pas totalement naturelles. Globalement, je trouve que le Note 9 est plus naturel sur les photos. Il va avoir plus de détails et la scène est vraiment plus réaliste. Là où Google va jouer un peu sur les couleurs, c'est vraiment léger et quelqu'un qui n'est pas du tout averti ne le verra pas du tout, je tiens à le rassurer. Mais ce qui fait que ça va jouer assez pour avoir un côté un peu plus waouh que le Galaxy Note 9 au niveau des couleurs. Et c'est pour moi, je préfère le réalisme au côté waouh. Après, ça reste vraiment bon, ça reste assez impressionnant, surtout que pour un smartphone compact, aujourd'hui, les smartphones compacts qu'il y a sur le marché sont en général pas très très bons en photo. Donc, ce qui fait qu'en photo, il est loin d'être mauvais, il est même excellent, mais le Note 9 fait mieux. Voilà, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Et si vous voulez un smartphone très simple à utiliser en termes de photo, le Pixel 3 est clairement parfait là-dessus. Pour l'autonomie, donc on a une batterie de 2915 mAh. À chaque fois, j'ai 2700 en tête. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai bien 2915 mAh. Ce qui est plutôt correct pour un format aussi compact. Donc, ce qui fait que vous avez aussi, vous pouvez le voir, la station de recharge que j'ai pu avoir aussi en test, le Pixel Stand avec de la charge rapide, ce qu'il faut savoir. Donc, ce n'est pas en 5 watts, mais en 10 watts. Donc, ce qui fait qu'en général, il m'affiche que quand il me reste à peu près 15-20%, qu'il met 1h30 à tout recharger. Donc dites-vous bien qu'avec cette recharge-là, en 2 heures à peu près, vous aurez rechargé le téléphone. C'est moins rapide que de la charge vraiment rapide Quick Charge 3.0. Néanmoins, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a de la charge rapide qui est le seul à le faire ça. Et j'ai testé d'ailleurs avec le Note 9, ça ne fonctionnait pas, la charge rapide, ce n'est qu'en en 5 watts, donc c'était 3 heures et quelques. Donc c'était vraiment long. Au-delà de ça, pour l'autonomie, donc on est sur une batterie qui est très correcte avec l'écran 1080p. Dans les faits, en fait, on devrait avoir une bonne autonomie. Sachant qu'en plus de ça, j'ai parlé dans la surcouche du petit mode justement pour la batterie adaptative ici qui normalement est censé améliorer l'autonomie, c'est ce qu'ils nous disent ici. Dans la réalité, je suis un peu comme Vito, en fait, je m'attendais, et en général c'est le cas, à une meilleure autonomie que lui. Il me disait en général qu'il faisait à peu près 4 heures, et moi en général la plupart des smartphones je fais toujours un peu plus. Là pour le coup je fais la même chose que lui. La première journée, j'étais assez content parce que je faisais 6 heures. Je me suis dit, bah, ça va, comme d'habitude, je fais un peu plus, donc c'est correct. Et les journées d'après, ça a été beaucoup plus catastrophique puisque j'ai fait toujours aux alentours des 4h30. C'est pas terrible, surtout avec une batterie de 2915 mAh. Pourtant, aujourd'hui, on est censé avoir quelque chose justement qui est vraiment bien optimisé en termes d'autonomie. Et là, bah, pour le coup, c'est assez moyen. Et quand je regarde d'autres smartphones qui sont pas forcément terribles, alors par exemple il y a le OnePlus 6 où c'était pas fou, mais beaucoup de smartphones s'en sortent mieux avec le 845 globalement, et surtout que là c'est Google qui est censé avoir justement une superbe optimisation, et c'est ce qui était un peu attendu. Tous les retours là-dessus sont à peu près unanimes, l'autonomie est très moyenne sur le Pixel 3 et même sur la version XL. Est-ce que des mises à jour vont régler ça? Rien n'est moins sûr. Néanmoins, c'est assez décevant pour ma part de voir que l'autonomie ne suit pas réellement. Ce qui fait que malheureusement, pour ceux qui veulent quelque chose de compact et autonome, ce ne sera pas ce smartphone-là. Le Sony Xperia X7 II compact, alors il a plein de défauts, mais il a une bien meilleure autonomie par contre. C'était justement son très gros point fort, c'est qu'il était très autonome et Google aurait dû avoir la même chose, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas si c'est un manque d'optimisation et préférant peut-être la partie logicielle, et justement on va en parler dans la partie benchmark. C'est ça qui est encore plus bizarre, c'est que les benchmarks c'est assez particulier aussi sur ce Pixel 3. On va commencer avec l'habituel Geekbench 4 justement pour parler de ces benchmarks assez spéciaux. Et justement, donc ça date du 7 novembre, donc ça date un petit peu. Et on est sur un gouverneur shed utile, comme ils appellent ça. Donc c'est un des derniers gouverneurs qui a été mis en place, à mon avis, avec Android 8 ou 9 et qui est utilisé de plus en plus. On a 4 Go de RAM et le score est étonnant parce que j'ai fait ça 2 fois en plus de ça, quand on peut voir l'historique. Ici, donc 5536 points et 5500 avec un score de 1200 points. C'est comme si on était sur du milieu de gamme avec par exemple un Snapdragon 660 qui fait à peu près les mêmes scores. Et là, j'étais là en mode, mais pourquoi c'est limité comme ça? Alors, après le dernier test que j'ai fait, enfin l'autre test que j'ai fait le lendemain, on a un meilleur score, mais c'est un score qui reste quand même un petit peu bridé, puisqu'on est à 2329 points et 7841 points. Quand on voit par exemple que le Zenfone 5Z, qui a le meilleur score que j'ai eu actuellement avec un Snapdragon 845, mais beaucoup sont pas loin, qui atteint les 9000 points, on sent que déjà il est bridé. Donc ça, c'est une première chose. Par contre, je ne sais pas pourquoi, en benchmark, en plus de ça, il sort un score comme ça. Alors, est-ce que c'est la plupart du temps, il se comporte comme ça? C'est la grosse question.
Après, bon, le 845, pour le redire pour ceux qui ne suivent pas forcément, c'est un octo-cœur avec 4 cœurs à 1,8 GHz, donc basse consommation, et 4 cœurs à 2,8 GHz, haute performance. Et pour le coup, la haute performance, elle est un peu plus difficile à avoir. Alors, pas l'utilisation, ça n'a pas d'impact, en tout cas, c'est pas ce que j'ai remarqué. Mais clairement, c'est assez bizarre comme comportement. Parce que c'est clairement, soit il utilise que... Je sais pas ce qu'il utilise en fait ici. S'il est que en 6 cœurs, si en fait il limite tout ça, je ne saurais dire. Néanmoins, on va pouvoir passer directement à l'autre question en fait. Directement, voilà, on va faire comme ça. Et on montre un petit peu le multitâche. Eh ben non, il est déjà mort. Alors, comme quoi les 4 Go de RAM c'est bien, mais pour le multitâche c'est pas super. Voilà, ça permet de montrer ça aussi. Apparemment c'est quelque chose qui doit être réglé aussi par Google parce que c'est un petit problème. Donc on passe sur CPU Throttle Test. Pour ceux qui maintenant connaissent un petit peu mes derniers tests, je fais toujours ça, c'est-à-dire de montrer le comportement du CPU. Pareil, le comportement du CPU est assez particulier et on peut voir d'ailleurs qu'il se limite beaucoup vers la fin. Alors j'ai pas le pourcentage, mais il se limite pas mal. Donc ce qui fait que on peut voir que là ça descend et ça descend en dessous de 80%. La plupart du temps, les autres smartphones ont tendance à rester aux alentours, voire un petit peu au-dessus des 80%. Là, on est à 75. En général, on est plus à 83 quand je fais mes tests. C'est plus ça. Mais il y a pire que ça, parce que là, c'est plutôt un bon score. Si je reviens un petit peu plus loin, que je retrouve, voilà, vous avez encore pire. Et ça, pour le coup, je l'ai pas refait. Alors, il faut savoir que là, actuellement, il fait froid. Je viens de refaire le test juste avant, pour le test que vous avez vu juste avant, et il fait froid. Là, j'ai coupé le chauffage, et chez moi, c'est un gruyère, donc le froid, je me les pèle un peu. Pour vous, rien que pour vous. Et ce qui fait que là, en côté ambiant, on va dire, à plus de 20 degrés, 25 degrés, on va dire, 20, 23, là, pour le coup, c'est encore pire puisqu'il va descendre à 68%. On est quand même sur quelque chose de fait de Google. Pourquoi c'est aussi limité? Qu'est-ce qui empêche, qui fait qu'ils tiennent en 15 minutes, ils descendent vraiment jusqu'à 60%, là où tous les autres smartphones, dans les mêmes conditions, arrivent à tenir les 80% et parfois même plus? C'est une bonne question et je ne comprends pas du tout. Mais il a l'air de se limiter très rapidement et très facilement. Est-ce que c'est pas un problème de consommation ou est-ce que c'est pour avoir toujours quelque chose de tiède ou c'est juste une limite de Google un peu plus arbitraire? Je ne saurais pas dire. Néanmoins, il ne se comporte pas comme les autres 845, ça c'est clair et net. Et ça montre que justement, un score Geekbench ne représente pas réellement le comportement d'un smartphone. Parce qu'on peut voir qu'en plus de ça, il descend très vite. Là où les autres smartphones ont tendance à mettre un petit peu de temps, là il va aller très vite vers une limite à 80% déjà, en dessous des 80%, et il va encore plus se limiter après. Voilà un petit peu pour cette partie-là. On va passer sur GFX Bench. Allez, on le fait comme ceci, il est juste à côté, normalement, voilà. On est sur donc GFX Bench, donc là, toujours en ambiance normale, enfin... Là, pour le coup, c'était bien fait. On commence à 3000. Donc, en général, déjà, ça commence à 3200. Là, c'est à 3000. Donc, c'est-à-dire qu'il a été bridé déjà un petit peu en termes de fréquence. Et il descend extrêmement vite, puisque c'est une demi-heure. Donc, sachant que là, on est up sur 3. Donc, là, ça va faire 15. Donc, en moins de 5 minutes, déjà, il tombe à 2000. On va avoir à peu près le même comportement que ce qu'il y avait sur le Mi 8. Avec autant le Mi 8. Enfin, à la limite, le Mi 8, ce qui était bien, c'est que c'était clair. C'est-à-dire, c'est limité directement à 2000. Et c'était tout. Ça restait à 2000 et c'est tout. C'était fait exprès. Alors que là, ça descend complètement, puis ça remonte à 2500, ça redescend à 2200, et ensuite ça redescend à 2038. Pendant un bon quart d'heure, il va rester à 2000, puis il va remonter à 2400 pour un test. En gros, c'est à peu près ça, pour redescendre à 2000. Donc c'est même pas logique. Et là, pour le coup, ça semble être le manque d'optimisation du kernel d'avoir un comportement un peu logique. Donc pas logique du tout d'avoir... des courbes qui font des yo-yo comme ça, montagne russe. C'est un peu particulier. Au niveau de l'autonomie, hop, on va aller regarder ça. On peut voir, donc par contre c'est constant, donc ça c'est plutôt bon. Et si on compare, forcément il va pas être dans le haut du panier. Là c'est un peu dommage, pour le coup, si on veut se comparer à Apple. Alors autant l'autonomie, 214 minutes, on est à plus de 3 heures. On est à 3h30, donc ce qui fait que c'est plutôt pas mal quand même. Ça se défend bien. Ça va mieux se défendre que la plupart des iPhones. On va tenir, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir aux alentours? On a le S9 qui tient autant. Donc, qui lui par contre, après il se limite plus, puisque lui il est à 853 frames. Mais normalement les tests sont faits en 2K, donc c'est possible qu'il fasse plus. Ensuite, le Essential fait 240 minutes. Et pour le coup, il fait 1288 frames. Après il est en 2K aussi, attention. On a le Mi 5S qui est présent avec le S820. On a le Pixel 2 XL. Alors lui, il se limitait à 1019. Pareil, le XL était en 2K, donc on a quelque chose de similaire.
Déjà, voilà un petit peu pour cette partie-là. Euh, Globalement, c'est un peu particulier, et ce qu'on peut retenir des benchmarks, c'est qu'on, pour moi, Google n'a pas encore totalement finalisé son smartphone en termes de kernel. Je parle bien en termes d'optimisation du processeur, de la gestion du processeur. Parce que clairement, quand vous regardez les autres tests dans la partie benchmark, en général, il y a un côté un peu plus logique. Alors bon, les keynes, c'est un peu particulier en termes de comportement, vous le verrez avec l'Honor Play, mais même le Honor 8X, alors c'était que du basse cons, enfin, c'est un peu mieux géré, mais clairement, ça tient beaucoup mieux les performances. Et là, pour le coup, c'est assez étrange. Surtout que j'ai l'impression que c'est plus Google qui veut limiter au maximum la température pour que ça reste que tiède et qu'il ne chauffe pas du tout. Même pour du benchmark qui est censé montrer justement toute la puissance du smartphone. Même pour le coup, les iPhones vont montrer toute la puissance. Là, ce n'est pas le cas et c'est assez étrange comme comportement. Est-ce que c'est pour la durabilité des composants? Est-ce que c'est ils ne voient pas les benchmarks comme des benchmarks? Parce que beaucoup trichent aussi et Google, bah, c'est possible que eux ne le fassent pas. Et ce qui fait qu'on aurait les vrais scores, le vrai comportement. Après, le fait de descendre directement à 2000 sur GFX Bench, c'est quand même assez étrange. Mais quand on voit en tout cas des scores aussi particuliers, notamment sur CPU Photo Test avec un S845 gravé en 10 nanomètres encore une fois, ce qui fait que normalement ça limite beaucoup la chauffe. Bah, c'est assez étrange parce que j'ai jamais eu ça avec un S845. Justement, là-dessus, le S845 est très bien géré en général. Il a une certaine constance et en général, c'est plus quand il atteint une température où ça tombe à ce moment-là. Mais là, ça tombe très vite en fait. Donc, un peu particulier sur les benchmarks et ça me fait un peu. Je suis là un peu. Ouais, pourquoi? Voilà. On passe maintenant au jeu. On se retrouve sur PUBG et donc là, je l'ai mis en HDR et en ultra, on y a accès donc maintenant et on va pouvoir s'éclater. Apparemment, ça tire. Ah, il est là. On va aller au petit flingue, on va voir si ça passe. Hein. Et ouais, ma gueule. Voilà, j'ai un flingue de merde, je viens de lui défoncer sa gueule. Par contre, je peux pas taper, c'est de la merde ça. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais au moins j'ai gagné le duel avec un flingue et ils ont 5 balles. Et ce qui est bien, c'est que comme ils sont nuls, eh bien, je vais leur échapper. Ah, je l'ai buté en plus. Ah, c'est fou. Là, c'est juste totalement fou. Je débarque. Le mec, en plus, il était couché, il était prêt à me buter. Et il s'est quand même... Mais non. Ce non-respect. Là, il faut me dire respect quand même, parce que j'ai débarqué en mode YOLO. Et encore un de moins. Donc là, vous vous rendez compte que je l'ai encore massacré, alors que... Putain, mais le mec était bien armé en plus. Mais j'y crois pas. Le mec, il avait 2 Thompson. Mais non, mais les mecs sont nuls. Oh, c'est incroyable, mais c'est de l'irrespect ce que je fais. J'ai juste un flingue et je l'ai démonté. Mais c'est pas possible, c'est des bots. Mais je joue contre des bots. Les mecs qui me poursuivent. Non, non, c'est des bots. Ça peut être que des bots. Après, je me suis mis en guess, mais ça peut être que des bots, c'est pas possible autrement. Bon, on va aller voir s'il y a d'autres énergumènes chelous. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a plus rien. Et bon, je pense qu'on a bien vu de toute façon. C'est fluide de toute façon. Ça tourne très bien. Et je suis bon, hein, je tire au tactile. Bon, je pense que c'était des pets. C'était bizarre quand même. C'était trop facile. Le premier, je pense que c'était un vrai mec par contre. Et celui-là, par contre, ça devait être un bot. Parce que là, il est... Je sais pas. Ou il est nul. Enfin,
Enfin, vous me direz en commentaire pour ceux qui regardent cette partie-là parce qu'elle est trop chelou. Bref, on a arrêté là, on comprend. Alors ça chauffe forcément un peu, ça chauffe sur la partie vitrée ici, mais ça reste assez correct sinon. Voilà un petit peu. Maintenant, passons à la conclusion. Pour conclure sur ce Pixel 3, enfin deuxième conclusion, puisque j'ai mis 12 minutes sur la première. On va faire vite. Qu'est-ce qui est bien sur ce Pixel 3? Sa compacité, ses photos, sa simplicité d'utilisation et son suivi de 2 ans quand même, faut pas oublier ça. Donc c'est quand même 3 choses importantes. Alors on a 2 ans et 3 ans avec les mises à jour de sécurité. Donc ça c'est quand même une chose importante. Ensuite, le truc c'est que on a aussi les doubles parleurs aussi qui sont cool. Mais c'est compliqué de se parler de ce smartphone, et c'est pour ça que j'ai mis 12 minutes. En fait, alors dans ces mauvais points, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'autonomie et le prix, je dirais. C'est surtout ça en fait, c'est 2 gros défauts, c'est ça. C'est pas beaucoup en fait. Mais si, il y a un autre défaut. Il y a un défaut qui n'est pas un défaut, mais qui est un défaut quand même. C'est que pour moi, c'est un smartphone qui est presque hors du temps. En termes, pas logiciel, là où il est plutôt bon, mais sur la partie design en fait. La partie innovation. C'est-à-dire que Google, et surtout dans le service, il veut se lancer dans le smartphone, mais il y a un problème avec ça. On a un lecteur d'empreintes. Alors c'est bien un lecteur d'empreintes, c'est cool, mais à 850 €, mais au moins quelque chose de nouveau, quoi. Dans l'air du temps. Le lecteur d'empreintes sous l'écran, c'est le bon moment en fait pour ça. Pourquoi ça n'a pas été fait? Surtout quand tu as un smartphone à 850 € avec des grosses bordures en haut et en bas en disant il n'y a pas la place, blablabla pour les encoches. Enfin, alors oui, certes, on peut dire oui, d'accord, il y a les haut-parleurs. Néanmoins, mais ils auraient dû prendre une solution plus classique et faire, voilà, haut et bas, par exemple, on peut avoir ici et ici, mais ce qui fait que déjà, en fait, ça fait très design de 2017. Clairement, c'est ça. Encoche ou pas, on s'en fout. C'est clairement, même si c'est, en fait, il est tellement basique ce smartphone, il me fait rien en même temps, et il a le côté simple d'utilisation qui est cool. Mais c'est trop 2017. C'est beaucoup trop 2017, fin 2017, j'ai envie de dire. Et c'est problématique. Déjà, il y a une première problématique, à 850 €, je trouve qu'en termes de design, ça ne passe pas. Ça a l'air bête de dire ça, mais ça ne passe pas. La deuxième chose qui ne va pas, comme j'ai dit, à 850 €, il est trop cher pour ce que c'est. Soit il est trop cher, soit il manque des choses. Parce que, comme j'ai dit, avec la concurrence qu'il y a sur Android, il est hors de la concurrence en fait. Et en fait, c'est même pire que ça. J'ai l'impression que Google, avec les pixels, cherche totalement à aller acquérir les gens de chez Apple. On a des choses qui font vraiment penser dans l'utilisation, dans le côté pixel expérience, dans le côté photo, tout simplement. Ça fait de plus en plus penser à vous trouvez les iPhones trop chers, vous inquiétez pas, nous on a des iPhones qui sont à moins de 1000 € et qui font des super photos, qui sont simples d'utilisation. C'est tellement ça pour moi, c'est un truc de fou. Et je ne l'explique pas autrement que ça. Parce que face à toute la concurrence qu'on a avec OnePlus, Huawei, Samsung et autres, celui-là, on n'a pas l'impression que c'est un smartphone qui est dans l'air du temps, encore une fois. Les choses qui sont proposées sur ce smartphone, il manque même la reconnaissance faciale, même 2D, elle n'y est même pas. C'est comment dire, moi je m'en fous en fait, mais c'est vrai qu'en général c'est complémentaire pour la plupart des smartphones, c'est pas le cas de Google qui ne le met pas en complément. Et c'est dommage puisque les caméras sont très bonnes. Pourquoi ne pas l'avoir fait? C'est une bonne question. Et je pense qu'avec le prix, le design, le fait qu'il est ici aussi, parce que ça c'est la petite chose, nous on l'a pas encore en France, en fait, je pense tellement que c'est draguer les iPhone users. C'est d'aller draguer ceux qui aiment bien l'iPhone XS mais qui le trouvent trop cher et qui veulent quelque chose qui soit très bon en photo et qui soit compact avec un écran OLED. Et encore, je sais même pas si l'OLED ça les intéresse. Ça, c'est clairement l'idée de ce Pixel pour moi. L'idée de ce Pixel, c'est d'avoir un smartphone qui fonctionne, qui a Google et qui fait des bonnes photos. Ça va pas plus loin. Enfin, clairement pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que là où les autres constructeurs vont aller dire hey, regardez, nous on a mis telle technologie, on a fait trouver ça comme innovation et ceci. Google a fait regardez, il fait des bonnes photos. Vous avez vu le design, la conférence, vous avez vu le design, ok c'est bon. Allez, maintenant on va parler du logiciel. C'est totalement le logiciel. Ce smartphone est fait pour mettre en avant le côté logiciel de Google. Et je pense qu'ils en ont oublié de faire en fait l'effort de s'emmerder à faire un design qui soit réellement dans l'air du temps. Parce qu'on a tellement cette impression de retard
en termes de design, même s'il est joli, il est agréable, il est très bon, très agréable en main. Il a une super prise en main. Il est compact, et c'est l'un des rares compacts à être très intéressant. Mais ça manque de personnalité déjà. Ça manque de ce côté technologique quand même, parce que c'est bien d'avoir les deux en même temps. Là où tous les autres acteurs ont fait l'effort cette année en plus de ça. Et c'est là où c'est difficile, par exemple, quand on voit le OnePlus 6T, quand je vois le Note 9 et l'amélioration photo qu'ils ont fait, quand je vois les Mate 20 qui ont été annoncés, quand je vois, alors le Meizu 16, je l'ai toujours pas reçu, ça fait chier, mais le Meizu 16 qui est assez abordable avec le lecteur d'empreintes sous l'écran, quand on voit le Mi 8, quand on voit au milieu, il y a Google à 850 euros. Alors il est pas mauvais, hein, mais il est pas à sa place en fait. Je vois pas comment le dire autrement en fait, mais on a une bonne expérience utilisateur de ça, le côté Google qui est très présent. On sent quand même qu'il y a une bonne attention du détail, il y a l'optimisation, sauf l'autonomie. Mais, tu te dis, mais il manque un truc. Et c'est clairement ça en fait, c'est que c'est soigné sans avoir fait attention à qui il y a autour ou qu'est-ce qui allait arriver. Il m'échappe et qui m'emmerde. Et là, Google, pour moi, il y a quelque chose qui a été un peu loupé. Soit qui a été loupé, soit c'est fait consciemment, mais ça ne touche pas les mecs qui sont technophiles. Ce smartphone est fait pour des gens qui ne sont pas technophiles. Pour moi, c'est la réponse la plus évidente, c'est qu'il n'est pas fait pour les technophiles. Il est fait pour des photographes amateurs qui veulent quelque chose de simple à utiliser et qui peut se mettre dans la poche. C'est tout. Et ça, c'est clairement la clientèle Apple. C'est totalement la clientèle Apple. Et qui sont prêts à mettre le prix si ça fonctionne bien. Et encore, 850 euros à la limite, bah, c'est en dessous, c'est concurrent de l'iPhone XR pour moi. C'est totalement ça. C'est concurrent de l'iPhone XR. C'est même pas le concurrent de l'iPhone XS, je le trouve pas en fait. Parce que je trouve que l'iPhone XS est plus avancé que Google. Voilà, je vais arrêter là parce que j'en ai fait 12 minutes, là j'en suis à 7 et c'est déjà suffisant. Dites-moi ce que vous en pensez de ce smartphone. En tout cas, c'est un smartphone qui est vraiment très bien pour quelqu'un qui veut quelque chose qui soit simple à utiliser, qui soit efficace, suivi et qui fait de bonnes photos. Sur ce, merci aux tipeurs d'être toujours présents, moi 5 tipeurs d'ailleurs, que vous avez dans la description. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, je suis extrêmement présent, donc n'hésitez pas, vous avez les liens dans la description. Et on se dit à bientôt pour de nouveaux tests. Et n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. Et on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur un prochain test.